Chers confrères, je suis très honorée d'être parmi vous pour cette journée très intéressante. Bon, j'ai vu plein d'exposés. Voilà, je vais essayer de vous apporter le point de vue de l'hématologue dans la prise en charge des lymphomes à l'ère de cette approche theranostique. Donc, le lymphome, c'est les lymphomes, pas le lymphome, c'est une pathologie très hétérogène qui est le point de départ, c'est une prolifération de lymphocytes B ou T à différents stades de maturation. On exclut de cette entité les leucémies lymphoïdes, qu'elles soient aiguës ou chroniques, et les proliférations plasmocytaires. Donc, comme vous voyez, les lymphomes sont scindés en grandes deux catégories, les lymphomes malins hodgkiniens et non hodgkiniens. Les non hodgkiniens, à leur tour, ont T, TNK et les B. Les B sont le plus fréquents et qui sont scindés encore en deux sous-groupes, lymphome indolent et lymphome agressif. Dans l'Occident, les lymphomes représentent ont une incidence de 19 pour 100 000 habitants. Elle est en nette augmentation avec l'âge dans les lymphomes non hodgkiniens et dans les lymphomes de Hodgkin, on a deux pics entre 20-40 et au-delà de 60 ans. Quand vous voyez, parmi tous les lymphomes indolents, le lymphome indolent le plus fréquent est le lymphome folliculaire. Et dans le lymphome agressif, c'est plutôt le lymphome diffus à grande cellule B, le LDGCB. Là, quand vous voyez les hémopathies malignes, leur incidence augmente ces dernières années. Et bien sûr, la mortalité va avec. Et quand on voit la courbe des lymphomes non hodgkiniens en bleu, c'est... l'incidence est de plus en plus importante par rapport aux autres hémopathies malignes. En Algérie, les lymphomes occupent la première place des hémopathies malignes. Le taux d'incidence a été multiplié par 5 en l'espace de 15 ans. Les lymphomes agressifs, à la différence de l'Occident, représentent en Algérie plus de 67% et le lymphome diffus à grande cellule, à lui seul, 52%. Là, quand vous voyez, les lymphomes, si on sépare les hodgkiniens, non-hodgkiniens, les non-hodgkiniens, 1, 2, 76. Sur le plan physiopathologique, il s'agit d'un dérèglement monoclonal qui survient pendant une des étapes de la différenciation. Et là, quand vous voyez, par exemple, pour le lymphome B, au fur et à mesure que le lymphocyte B évolue, surtout après stimulation antigénique, on voit émerger les différents lymphomes. Sur le plan éthiopathogénique, plusieurs facteurs sont incriminés, quand par exemple, je vous donne un exemple, dans le lymphome de Burkitt ou le lymphome des transplantés ou le lymphome de Hodgkin, le BV. Voilà, quelles sont les circonstances découvertes diagnostiques? On peut être confronté à un tableau plutôt tumoral avec des adénopathies superficielles ou profondes ou bien des atteintes extraganglionnaires et on aura la symptomatologie en fonction. Donc, on peut être confronté à un tableau tumoral avec des adénopathies superficielles ou profondes ou bien des manifestations extraganglionnaires et la symptomatologie sera en fonction de l'organe atteint. On peut avoir des manifestations générales qui nous aident beaucoup dans notre orientation dès le départ pour le diagnostic et sans oublier de souligner l'importance et la gravité de certains tableaux tels un syndrome cave qui peut témoigner d'une masse médiastinale ou bien une masse abdominale avec tableau pseudo-chirurgical chez l'enfant dans le lymphome de Burkitt. Comment faire le diagnostic du lymphome? On a tous tendance plutôt à, pour nous le lymphome c'est masse tumorale, ganglionnaire ou extraganglionnaire. Sachez que dans les lymphomes, on peut avoir carrément une phase circulante, surtout pour les lymphomes à petites cellules, et ça se manifeste par une hyperleucocytose et parfois même des cytopénies. Donc, pour le diagnostic du lymphome en phase circulante, il suffit de faire une formulération sanguine, un frottis sanguin, retrouver l'inversion de l'équilibre leucocytaire, faire une CMF sur son périphérique complétée par la biologie moléculaire. L'immunophénotypage, on demande toujours un score de Matthieu-Thèse à compléter par d'autres marqueurs. Par exemple, si on fait l'immunophéno et on tombe sur la cycline D1 positive, là on pose clairement le diagnostic du lymphome du manteau. Voilà, comme on peut être confronté, c'est le tableau le plus courant, c'est plutôt, oh là là,
Voilà, c'est la masse tumorale. Devant toute adénopathie, on lance ces 4 examens qu'on doit obligatoirement confirmer par une biopsie ganglionnaire. La biopsie ganglionnaire, si on a le choix entre une adénopathie et un organe, il faut toujours privilégier l'adénopathie et enlever la totalité de la masse. Donc, on va étudier avec cette biopsie, l'étude histologique va nous permettre de voir l'architecture, qu'elle soit diffuse le plus fréquemment ou nodulaire, l'aspect des cellules, est-ce qu'elles sont petites ou grandes, et bien sûr, on va compléter par les marqueurs tissulaires et les marqueurs de différenciation leucocytaire, au moins le CD20 pour les lymphocytes B et le lymphome B et le CD3 pour le lymphome T. Par la suite, on complète par les ponts B et les ponts T pour sous-typer les lymphomes. Donc, on affirme par la suite la clonalité des cellules lymphoïdes par les immunoglobulines de surface pour les B et le réarrangement des gènes de récepteurs BCR pour les lymphomes B et TCR pour les lymphomes T. L'idéal, bien sûr, c'est de compléter par une cytogénétique et ça va nous aider énormément pour la confirmation de certains diagnostics, comme le lymphome folliculaire avec la translocation 14-18 et le lymphome du manteau, la 11-14. Toutes ces explorations vont nous permettre d'éliminer certains diagnostics, mais il faut savoir que ces explorations sont à la base de la classification OMS des lymphomes. La classification s'est faite en fonction de la présentation du lymphome, son agressivité et la différenciation de la cellule d'origine. Donc, cette classification 2008 a été révisée en 2016, ensuite en 2017 et actualisée en 2022. Et là, c'est pour arriver à ça qu'on a plus de 90 sous-types de lymphomes. Il y a plus de 90 lymphomes. Donc, pour les lymphomes à petites cellules, il y a eu des nouveautés avec la classification 2022. Le plus important, c'est que pour le lymphome folliculaire, le 3B, il est considéré comme un lymphome diffus à grande cellule B, il est très agressif. Pour le lymphome les lymphomes à grande cellule, il y a eu aussi des nouveautés avec l'obligation de faire dans le diagnostic l'étude du réarrangement du sémique, du BCL2, BCL6 pour parler des doubles et triples hits. Donc, voilà, c'est ça. Et il y a eu l'identification aussi d'un nouveau lymphome très agressif, c'est le lymphome de la zone grise médiastinale, qui est un lymphome frontière entre lymphome de Hodgkin et lymphome primitif du médiastin. Les lymphomes T, pas beaucoup de modifications. Pour ce qui est du bilan initial, le bilan initial, c'est surtout la clinique, un bon interrogatoire et les signes d'évolutivité clinique et l'examen de toutes les aires, l'examen ORL et l'évaluation radiologique par la suite. Ça va d'une simple radiographie jusqu'au scanner, mais l'idéal, et en parlant de theranostic, c'est l'apport capital de la TEP-TDM dans le staging initial de nos patients. Et vous allez voir, c'est en fonction de ça que ça va découler le groupe pronostic du patient et bien sûr la décision thérapeutique. L'évaluation biologique, les signes d'évolutivité et la ponction lombaire avec injection pour tous les lymphomes agressifs. On apprécie le staging du lymphome en utilisant la classification Ann Arbor qui a été actualisée en 1988 par l'ajout de la notion du bulky. Dans le lymphome de Hodgkin, la masse 7,5 et dans le lymphome de Hodgkin 10 cm et dans le LDGCB 7,5. Maintenant, on va dire, puisqu'on a le diagnostic, on va préciser le groupe pronostic de notre malade. En fonction des lymphomes, j'ai essayé de regrouper en gros les lymphomes à grandes cellules, les lymphomes à petites cellules et le lymphome de Hodgkin séparément. Pour le lymphome de Hodgkin, on utilise le score pronostic IPI qui est utilisé depuis 1993 et depuis quelque temps, il y a eu l'introduction d'autres facteurs pronostiques très intéressants comme la cellule d'origine, d'abord par l'immunohistochimie en se basant sur l'expression du sémique plus ou moins BCL2, BCL6. Ensuite, c'est le réarrangement des gènes et dernièrement, c'est le statut mutationnel, la TP53 par la délétion 17P et c'est en cours d'étude la recherche de l'ADN circulant tumoral qui est intéressant beaucoup plus dans la maladie résiduelle. Le score pronostic IPI, je vous montre là, ce score nous montre bien que le taux de survie, que ce soit global, sans événement ou sans progression, est calqué directement sur le groupe pronostic.
Pour ce qui est de la cellule d'origine, c'est plus l'utilisation par immunohistochimie n'est pas significative la différence entre les deux groupes germinatifs et post-germinatifs. Par contre, le statut mutationnel, vous voyez en noir, les malades qui n'ont pas le réarrangement du sémique ont une meilleure survie par rapport qui ont juste l'expression du sémique et par rapport à ceux qui ont pas l'expression mais carrément le réarrangement qui a été mis en évidence par la fiche. Dans le lymphome à petites cellules, l'exemple type, c'est le lymphome folliculaire. On utilise un autre score pronostique, c'est le score FLIPI. Et là, on voit avec le FLIPI, la différence de taux de survie est significative, notamment si on sépare le bon pronostic avec l'intermédiaire et le haut risque. Pour le lymphome de Hodgkin, les groupes pronostiques, ils sont séparés pour les stades localisés et les stades étendus. Les stades localisés, on utilise beaucoup plus, pas celui du groupe européen, mais plutôt le groupe allemand, GHSG, parce qu'avec, c'est plus précis, ils ont fait basculer les stades 2B avec atteinte ganglionnaire par contiguïté ou masse bulky dans les stades étendus. Et là, on voit aussi que la différence est significative sur le plan statistique. Pour les stades étendus du lymphome de Hodgkin, c'est plutôt l'IPS. Maintenant, pour le bilan préthérapeutique, comme toutes les tumeurs, on fait tout ce bilan. Malheureusement, juste en Algérie, on n'a pas la possibilité de faire la cryoconservation des ovocytes chez la femme en âge de procréer. Le traitement, il dépend du lymphome, il dépend et il se fait selon les recommandations nationales et internationales. Nos moyens thérapeutiques en hématologie, d'abord la chirurgie, elle ne trouve sa place pratiquement que dans le diagnostic. La chimiothérapie varie selon le type et le stade, en intensité et en durée. L'immunothérapie aussi. Comme arme aussi la radiothérapie complémentaire qui est c'est-à-dire elle est moins indiquée dans les lymphomes. Dans le Hodgkin, c'est uniquement dans les stades localisés, de même pour les lymphomes non hodgkiniens, notamment le T nasal. La chimio-immunothérapie, c'est l'association d'un anticorps à une molécule de chimiothérapie. L'exemple type, c'est le brentuximab, l'anti-CD30, et on a aussi l'anti-CD79B. On parle aussi de thérapie ciblée, comme les inhibiteurs du protéasome et les carticelles. Et en dernier lieu, la thérapie cellulaire, l'autogreffe et en cas d'échec, c'est l'allogreffe en l'absence de chimiothérapie ou de molécules innovantes. Le traitement de première ligne des lymphomes, pour les lymphomes de bas grade, le traitement de première ligne, on utilise les critères GELF. Si le malade n'a aucun de ces critères, c'est l'abstention thérapeutique. S'il présente un seul critère, on est obligé de traiter par de la chimiothérapie ou bien l'idéal depuis quelques années, c'est l'association chimio-immunothérapie. L'immunothérapie, c'est l'anti-CD20, que ce soit le rituximab ou l'obinutuzumab. Donc là, brièvement, c'est-à-dire pour les stades localisés sans critères de traitement abstention, pour les stades 1, pour les stades 2, 3 et 4, en l'absence de critères de traitement, soit abstention, soit du rituximab anti-CD20 hebdomadaire pendant 1 mois. Pour les autres stades avec critères de traitement, on associe immunothérapie anti-CD20 à la chimiothérapie. Et dès que le malade est en RC ou en très bonne RP, on le met sous traitement de consolidation pendant 2 ans avec uniquement de l'immunothérapie. Pour les lymphomes de haut grade, c'est le R-CHOP qui reste le traitement standard des lymphomes à grandes cellules. Et là, vous voyez la différence. Avant, on utilisait uniquement le CHOP et la survie globale a été nettement améliorée avec l'adjonction de l'immunothérapie anti-CD20. Dans le lymphome de Hodgkin, on a 2 protocoles qu'on utilise en première intention, la BVD ou le BICOP escaladé. La survie globale est la même parce que juste la PFS, elle est meilleure dans le lymphome, avec le BICOP escaladé, mais on perd ce bénéfice parce qu'on risque de perdre les malades en rémission. Il est tellement agressif, le protocole. Là, nos recommandations de prise en charge du lymphome de Hodgkin qui sont TEP guidées, selon les recommandations nationales et internationales. Ensuite, pour le traitement des formes réfractaires, que ce soit dans les lymphomes, là c'est les définitions, c'est quoi une maladie réfractaire. De même pour la maladie récidivante. Ce qu'il faut savoir que le gold standard dans le traitement des lymphomes récidivants ou rechutes, c'est utiliser une chimiothérapie plus agressive et auto-greffée. Cette chimiothérapie qu'on utilise en deuxième intention, il faut utiliser des drogues qui n'ont pas été utilisées déjà en première ligne.
Le meilleur traitement utilisé, bien sûr, pour l'intensification, c'est des chimiothérapies efficaces avec une moindre toxicité pour qu'on puisse par la suite mobiliser les cellules souches. Voilà, pour le lymphome de bas grade, il n'y a pas de différence, c'est presque la même chose. Juste un point pour le lymphome de bas grade, il y a un risque de transformation. Dès qu'il y a transformation, ça veut dire c'est un lymphome à grande cellule B. S'il est éligible à la greffe de moelle, on intensifie par 4 RDHAC et autogreffe. S'il n'est pas candidat, il n'est pas fit, c'est plutôt 6 cures de RDHAC. Pour le lymphome de haut grade, là, je vous montre que les traitements de rattrapage qu'on utilise, le RDHAP, le RICE, ne sont pas très efficaces. Et plutôt, c'est des malades à mettre comme sous chimiothérapie très agressive, les intensifier. Si on n'a pas la possibilité de les autogreffer, donc on va soit les basculer dans les essais thérapeutiques, chose qu'on n'a pas ici, sinon mettre d'autres protocoles de sauvetage, des thérapies innovantes ou bien les mettre sous radiothérapie, c'est un stade localisé palliative ou carrément juste un traitement de support. S'il vous plaît, il y a encore un problème de... Pardon, il y a encore un problème de projection. D'accord, le même problème. On s'excuse du désagrément, vraiment, c'est pas... Merci. Très bien. Alors, pour ce qui est du lymphome de Hodgkin, c'est la même chose que les lymphomes à grandes cellules ou de bas risque. C'est utiliser des drogues non utilisées initialement, mais actuellement, c'est l'apport de l'anti-CD30. L'association. Voilà. Et là, pour le lymphome de Hodgkin, j'insiste sur le fait que dans le lymphome de Hodgkin, c'est de très mauvais pronostics avec les chimiothérapies de 2e et 3e intention, de protocole de sauvetage, notamment entre rechute et réfractaires. Les réfractaires, c'est encore de plus mauvais pronostics. Et même ces patients-là, si on les autogreffe, jusqu'à 50% de ces patients rechutent, malgré l'autogreffe, et beaucoup plus les réfractaires, vous voyez là en noir, en ligne continue, qui rechutent après auto. Quelles sont les nouvelles thérapeutiques dans les lymphomes? Dans le lymphome non hodgkinien, on parle beaucoup ces derniers temps de la molécule anti-79B qui associe un anticorps à une molécule de chimiothérapie, la MMAE. L'avantage, c'est que cette molécule est exprimée par 95% des lymphomes, donc c'est une cible très intéressante. Là, pour le mécanisme d'action, la molécule, l'anticorps va se fixer au CD79B. Ensuite, le complexe va être internalisé dans la cellule. Après l'internalisation, vous avez la libération de la molécule à MMAE par protéolyse, et puis cette MMAE va s'attaquer au réseau de microtubules et bien sûr empêcher la progression du cycle cellulaire et par conséquent apoptose de la cellule. Là, c'est l'apport de l'anti-CD79B en première intention dans les lymphomes. On l'a utilisé à la place de la bléomycine, c'est le polatuzumab, l'exemple type dans l'étude Polarix associé au CHP, et on voit sa supériorité par rapport au R-CHOP et on voit réduire de 27% le risque de passage, de progression de la maladie, de rechute ou de décès des patients. Quand on l'utilise en deuxième intention, là, vous voyez que la survie globale et la survie sans progression ont été nettement améliorées par l'apport du polatuzumab. Une autre approche thérapeutique innovante, c'est les CAR-T-cells. Mais d'abord, sachez que les lymphocytes T jouent un rôle très important dans le processus de réponse immunitaire contre les tumeurs par l'activation de immunisation par le biais des cellules dendritiques, et par la suite, la phase effectrice, c'est les lymphocytes T qui s'attaquent aux cellules tumorales. Donc, la nouvelle technique, c'est les CAR-T-cells. Elle est très innovante, elle est en cours de développement. Même dans le dernier congrès EHA 2024, on n'a parlé que de ça pratiquement dans les lymphomes. Donc, c'est une immunothérapie cellulaire qui se base sur le propre système immunitaire du patient.
patient. Donc, le principe consiste à prélever des cellules immunitaires du patient, ici les lymphocytes T, les modifier génétiquement et les réintroduire pour mieux s'attaquer aux cellules tumorales. Là, c'est l'intérêt, la place très intéressante des CAR-T-cells. On les a comparés carrément à la chimiothérapie de sauvetage avec autogreffe. Là, il y a pas, c'est incomparable le taux de survie sans événement entre les deux groupes. Les thérapies dans le lymphome de Hodgkin, c'est l'anti-CD30, c'est la même chose que l'anti-CD79B dans les lymphomes non hodgkiniens. Il cible l'anti-CD30 associé à une molécule de chimiothérapie. Là, je vous montre juste la différence de survie quand on l'a utilisé chez les malades en très mauvais pronostic en deuxième, après rechute post-autogreffe, ou bien chez les malades non éligibles à la greffe qui ont reçu 2 protocoles de sauvetage après le traitement première ligne. Et là, il y a une nette amélioration de la survie sans progression. Et dernièrement, j'ai pas les slides, mais il a été proposé carrément en première intention avec l'ABVD et on fait remplacer la bleomycine par le brentuximab. Donc le protocole c'est BV-AVD. Et ça donne d'excellents résultats, c'est en cours d'étude. Une des dernières molécules, c'est les anti-PD1, c'est les inhibiteurs des points de contrôle et quand les cellules tumorales, par le biais de certaines protéines de points de contrôle de checkpoint, c'est les PD1. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les PD1 qui vont inhiber la reconnaissance des cellules de lymphocytes T, ne reconnaissent plus les cellules tumorales, et les PD1 les anti-PD1 vont agir à ce niveau-là pour laisser les lymphocytes T reconnaître, c'est-à-dire libérer la fonction immunitaire et immunosuppressive des lymphocytes T. En conclusion, donc les lymphomes restent une pathologie, un groupe très hétérogène, et je souligne l'importance du typage du lymphome au diagnostic avec tout l'intérêt de l'anapathe et les progrès qui ont été faits ces dernières années. Les stratégies thérapeutiques sont fondées sur l'appréciation des facteurs pronostiques, entre autres l'apport de la TEP, à ce niveau-là, en hématologie. Et le R-CHOP, sachez que ça reste le traitement standard pour les lymphomes non hodgkiniens. L'immunothérapie, qu'elle soit anti-CD20, anti-CD79B dans les LNH ou anti-CD30 dans les lymphomes Hodgkin, offre la possibilité d'améliorer le traitement chez les patients lourdement traités. La place de la radiothérapie va réduire ses indications et ses doses ainsi que les territoires à irradier, notamment avec l'avènement de la TEP, parce qu'il y a quelques années, avec le scanner, si on a une masse résiduelle, notamment pour les malades qui ont des masses bulky, on était obligé de compléter par une radiothérapie parce qu'on ne savait pas si elle est active ou pas, mais avec le PET scan, c'est clair, pas de fixation, on est tranquille, donc on arrête le traitement. Le pronostic, il a été révolutionné par les nouvelles thérapeutiques telles que les anti-PD1 et les CAR-T-cells qui peuvent induire des rémissions durables chez les patients atteints d'un lymphome lourdement pré-traité. Donc, une étroite collaboration entre nous, les hémato-oncologues, avec nos confrères radiologues, les médecins nucléaires, chirurgiens, pathologistes et radiothérapeutes pour discuter et bien prendre en charge, c'est-à-dire cette collaboration s'impose et on doit discuter les malades et pourquoi pas au cas par la suite. Je vous remercie.